Votre émission Parcours. Parcours. Bonjour à tous, c'est Radiatou. Bienvenue dans votre émission Parcours sur Sarsingam TV, la chaîne qui brille pour tous. Parcours, c'est une émission qui retrace le palmarès de nos invités dans une première étape et pour une autre étape aussi. L'autre étape est consacrée à une phase d'actualité. Avec nos invités, nous parlerons d'actualité. Par conséquent, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir en interview un grand monsieur, un homme avec un parcours remarquable, exceptionnel. Et cet homme n'est rien d'autre que le professeur Mame Cheikh Ngom. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Kadiatou, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne. Je suis très heureux d'être parmi vos invités. Sénégal découlé, qui va nous aider? Nous, Abdoulaye Wade. Nous, Bulti pour ragal, gàcce ngalaama, du jàmbaar mooy des ca waaw. Donc, professeur, si vous deviez nous parler de vous, que diriez-vous? Qui est Mame Cheikh Ngom? Un exercice très difficile. Parler de soi n'est pas une chose facile, mais je dirais que je suis un Sérère Safi, commence d'abord par ça, l'ethnie. Je suis Sérère Safi de la zone de Yass, précisément dans le village de Bandia. Je suis marié, père de 7 enfants, machallah. Je suis enseignant-chercheur au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop. En dehors de l'enseignement, je fais aussi de la consultance internationale. J'interviens aussi dans plusieurs universités et instituts. Bref, Mame Cheikh Ngom, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à sa zone de terroir. Certains même, entre guillemets, me disaient que je suis un activiste intellectuel. Un terme que j'ai vu dans un des journaux de la place. Je ne le refuse pas si vraiment être activiste, c'est dire la vérité. C'est éclairer la lanterne, ou bien les lanternes aux gens. Si c'est aussi faire des recherches sur des problématiques actuelles. Donc, Mame Cheikh, c'est un défenseur de ces zones de terroir qui porte la voix des sans-voix. Et je fais aussi beaucoup de recherches, aussi bien dans la localité de Diass que dans la localité de Dakar, où je suis natif. Je fais beaucoup de recherches dans le domaine de l'aménagement du territoire, dans le domaine de la décentralisation, on va en parler, dans le domaine de la planification, la gestion urbaine et tous ces concepts nouveaux qui émergent dans le domaine de la géographie. Merci. Donc, chers internautes, comme vous venez de l'entendre, je vous avais dit que c'est un homme avec un parcours exceptionnel, remarquable. Donc, sa présentation vous l'a démontré. Alors, professeur, parlez-nous un peu de votre parcours. Voilà, un parcours en dents de scie. Je n'ai pas connu un parcours linéaire dans ma vie parce que, tout simplement, j'ai eu un destin en cascade. J'ai fait l'école élémentaire ici, à l'école élémentaire, on appelle Rouge et Puy, à Grand Dakar, où je suis né. Alors après, je suis parti à Pikine, rejoindre mes parents. Là, j'étais avec ma grand-mère. Je suis parti rejoindre mes parents à Pikine. C'est là où j'ai eu mon BFM. Hein. Ensuite, au lycée Limamoulaye, j'ai eu mon bac. Après, je voulais m'envoler pour faire les sciences physiques en France, à Compiègne. Mais malheureusement, avec le système Balladur, ce n'était pas du tout facile. Alors, j'ai connu l'année invalide comme les autres. Après, j'ai fait une reconversion
C'est ce qui m'a amené une réorientation au département de géographie. Les sciences physiques étaient véritablement ma matière préférée à l'école, et même au bac aussi. Lorsqu'on m'a orienté à l'université de Dakar, j'étais à la fac des sciences. Ah. Mais comme je disais que je préparais mon voyage déjà à Compiègne, c'est pourquoi j'avais négligé le temps de collecter la bourse, tout ça. Hein. Malheureusement, ça a mal tourné. Après, il y a eu l'année blanche. Non, l'année invalide, autant pour moi. Et il fallait que je sois réorienté. Ben, puisque j'avais de bonnes notes partout, hein, alors on m'a proposé la géographie. Ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas regretté parce que je suis arrivé au département de géographie au mois de février. À l'époque, les cours démarraient au mois de novembre. Donc novembre, décembre, janvier, février et mars, il fallait commencer les partiels. Donc je suis venu un mois avant les examens, alors que les étudiants avaient déjà fait 3 mois de cours. Bon, mais Dieu merci, j'ai fait l'examen. Au mois de juin, on a fait l'examen et je suis sorti. Donc c'est comme ça que mon parcours a commencé au département de géographie. Jusqu'à ce que je vienne en deuxième année. Alors, mais en deuxième année, alors, chose bizarre, hein, mon oncle me propose un poste à la mairie de Pikine. Ça a coïncidé avec la décentralisation. Je suis arrivé à 95, 96, il y avait la décentralisation. 97, on devait mettre en place le personnel et on m'a recruté comme agent avec un contrat à durée indéterminée. Alors que je faisais ma deuxième année. Donc, j'ai cumulé les deux. J'étais agent comité d'administration au début. Après, on m'a nommé chef de bureau, hein, au niveau des époux, hein, le bureau des époux mobiles. J'ai fait le bureau de recensement. Bref, j'ai mis 5 ans à la division des recettes et fiscalité. Alors que, non, 3 ans, autant pour moi. Alors que je faisais ma deuxième année. Donc, je faisais mes cours et je travaillais en même temps. Effectivement, vous conciliez les deux. Les deux. Alors, je suis arrivé en licence. Et là, le nouveau percepteur de Pikine, Morguet à l'époque, venait d'arriver et il disait qu'il avait besoin de comité d'administration avec un certain niveau. Donc, il fallait que les gens fassent une sorte de shortlist qui prennent parmi les agents ceux qui ont le bon niveau. Donc, il y avait des anciens qui avaient la maîtrise à l'époque, ou d'autres qui avaient la licence. Donc, on a été recrutés, on est venu à la perception, au trésor de Pikine. Ce qui fait que j'ai quitté la division des recettes de fiscalité et je suis arrivé à la perception. Donc, j'étais agent du trésor. Hein? Alors, puisque j'avais déjà ma licence, je devais faire ma maîtrise. Je me suis adressé directement au PCP pour lui dire que je suis agent de la ville de Pikine, comité d'administration, mais je prépare ma maîtrise. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller suivre les cours et de faire aussi le travail? Il m'a dit, si vous organisez, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai eu la même année ma maîtrise, au mois de juin, première session. J'ai soutenu la même année. Après, j'ai fait mon DIA. Lorsque j'ai, la deuxième année, j'ai fait mon DIA, donc je n'ai pas trop duré au trésor. Alors, le maire de la commune d'arrondissement de Thiaroye-sur-Mer avait exprimé le besoin d'avoir un secrétaire municipal. Et mon chef, Morguet, qui était à la perception, m'a proposé le poste, ce que je n'ai pas refusé. Et c'était une nouvelle expérience. Ouais, donc j'ai quitté le poste d'agent, ensuite j'ai été agent de poursuite au trésor. Après maintenant, j'étais chef d'administration, là où j'ai été pour la première fois vraiment chef d'une grande équipe parce que j'avais toute la commune
une commune de 36 agents. J'étais leur chef. J'étais la cheville ouvrière du maire, avec tout ce qu'il y a comme tâche en tant que secrétaire municipal. Alors, donc c'est comme ça. J'ai embrassé le métier de secrétaire municipal pendant 10 ans. J'ai été là-bas pendant 10 ans. Oh. Alors, une anecdote, parce que Saint-Étienne-sur-Mer n'est pas une localité facile, c'est des Lébous, hein, comme vous. Hein. Non, moi, je ne suis pas les bouts. Voilà, donc, c'est le Diop qui m'emporte, hein, parce que pour la plupart des Diop, si ce n'est pas comme le vieux le dit, les Cayordiens ou bien les gens du Cayor, hein, donc c'est des Lébous. Donc, c'est une localité de Lébous, pas trop facile, parce qu'ils sont très exigeants, c'est tout à fait normal. Ils m'ont dit, celui qui était là avant toi, il a fait 1 mois ou 3 mois. L'autre a fait 2 ans. Donc toi, si tu te comportes bien, tu peux rester. Mais au-delà, tu connaîtras le même sort que les autres qui t'ont devancé. Alors moi, je leur ai répondu que ce sera le contraire. En tout cas, jusqu'à la fin de ma mission, je parie que c'est vous-même qui allez courir vers moi pour me demander de rester. Mais ce n'est pas vous qui allez me chasser. Ça, c'est un pari. Parce que je sais que quand je vais commencer ce travail-là, vous serez pleinement satisfait. Et quand je vous aurai déclaré que je vais quitter, là, vous allez me proposer de rester. Ça a été un défi, donc que j'ai réussi aussi. Hein. Je suis resté 10 ans. Après, il fallait changer de fusil d'épaule parce que c'était devenu une routine. Je suis parti pour redresser la commune de Guinaw-Rails Nord. Là-bas aussi, ce n'était pas trop facile parce que j'avais un maire qui était très vieux déjà, qui ne comprenait pas trop les enjeux de la décentralisation, surtout avec les nouvelles dispositions et autres. Hein. Je n'ai fait qu'une année. Après, on m'a mis à la disposition de la ville de Pékin, secrétariat de la ville de Pékin. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque j'ai été recruté à l'université comme professeur, j'ai présenté ma démission. Donc, j'ai quitté les collectivités locales pour devenir professeur. C'est pourquoi je dis, j'ai connu un parcours plus ou moins atypique. Effectivement. Ce n'est pas évident de voir un agent municipal devenir un professeur ou un enseignant à l'université de Dakar. Ça a été vraiment un parcours, certes en dents de scie, parce que ce n'était pas facile de concilier les études, parce que même en licence, je m'en souviens, j'avais lorsque j'étais à la division des recettes de fiscalité, dernières années, ce n'était pas du tout facile. Parce qu'on avait un nouveau chef qui ne m'avait pas permis de suivre les cours comme il se doit. Donc finalement, j'étais obligé de prendre deux matières pour une année, ou 3 matières. Je boucle ces trucs-là, ces 3-là en sujet-point. Donc, ce qui fait que la licence, je l'ai fait presque en 3 ans. Ce que je devais faire en une année. Mais c'était à cause du boulot. Mais j'ai toujours été têtu. J'ai été têtu, donc c'est en étant agent municipal que j'ai soutenu ma première thèse en 2009. Et en 2003, lorsque j'étais secrétaire municipal, je suis parti en France pour faire ma revue documentaire. C'est là où j'ai connu pas mal de professeurs. J'ai vu André Joyal du Canada, Claire Bénit, que je salue au passage, Sylvie Jacqueline, la femme de Bresson, etc. Donc, j'ai remercié aussi au passage mon professeur Amadou Diop, qui m'a encadré ici. Et du coup, j'ai fait ma première thèse le 24 septembre, le 24 juin, autant pour moi, 2009. C'est là où j'ai fait ma première thèse. Et lorsque j'ai fait ma thèse, j'ai dit, je ne vais pas, même si j'avais la possibilité d'aller directement à l'université, j'ai dit d'abord, je rends l'ascenseur à la collectivité locale. C'est pourquoi je suis resté secrétaire municipal de 2009 jusqu'en 2011, 2012, tout en étant au service des collectivités. Mais là, j'étais déjà docteur, mais je donnais des cours de vacation à l'UQAD, jusqu'à ce que je sois recruté. Donc voilà, le parcours, c'est ça. C'est pourquoi je disais, c'est en cascade, c'est en dents de scie, c'est pas linéaire. Mais à chaque fois, je me glorifiais de l'expérience que j'arrivais à avoir.
j'avais beaucoup d'expérience compte tenu du passage Mais ce qui est plus intéressant, c'est que j'ai accompagné la décentralisation de 96. Effectivement. C'est pourquoi j'ai dit, je fais partie de la génération, la génération naissante de l'acte 2 de la décentralisation, c'est-à-dire la décentralisation de 96. Je suis venu à l'université et j'ai fait encore une nouvelle thèse. J'ai fait une deuxième thèse récemment à l'université du Pontoise, où je me suis inscrit, inscrit autant pour moi. J'ai fait une thèse sur les conflits fonciers. Voilà, donc carrément une reconversion en géographie sociale. Mais précédemment, j'étais carrément dans l'aménagement du territoire. En tout cas, comme chers internautes, vous l'avez entendu, donc c'est en tout cas un beau parcours parce que comme il l'a si bien dit, c'était pas facile, mais tant bien que mal, il est arrivé à ses fins. Donc, machallah, professeur, encore une fois, chapeau à vous. Merci. Donc, pour tous qui connaissaient le professeur Mamchergom en tant qu'enseignant universitaire et autres, là, vous venez d'entendre qu'il a été secrétaire général, donc au niveau des collectivités territoriales. Donc, professeur, Oui. donc sans doute, vous serez très bien placé pour répondre à la question à venir concernant l'analyse sur sur les dernières élections locales. Oui, comme je dis, au-delà de l'expérience que j'ai eue en tant qu'agent municipal d'abord, et j'ai eu à faire tous les services, la division des recettes de fiscalité, je l'ai dit, j'ai fait le recouvrement au niveau de la perception, j'ai été dans la haute administration en tant que secrétaire municipal pendant 10 ans. Alors j'ai fait une formation avec l'AFD en France, Marseille, ce qui a fait de moi un expert en pilotage des collectivités territoriales. J'ai eu mes diplômes en France et en Italie. J'ai été formé aussi à la REA, Rosignane Energia Ambiente, par rapport à la gestion des ordures. Hein? Donc j'ai fait beaucoup de formations diplômantes en Europe, ce qui fait de moi un expert dans la gestion des collectivités territoriales. Compte tenu de toutes ces expériences, alors je serai à l'aise pour parler des collectivités locales, notamment les dernières élections locales de 2023, 2022, autant pour moi. Alors, ces élections ont montré véritablement que nous allons vers une maturité, la maturité de la décentralisation. Je pense à Lebris qui disait que la décentralisation africaine doit être repensée. Je pense on a entamé cette phase et qu'on est maintenant à l'aboutissement de nos réflexions. Ce qui fait que on a dépassé la phase de tâtonnement, on a dépassé la phase d'acquisition des acquis. Maintenant, on est dans la phase de consolidation des acquis. Pourquoi je parle de maturité? Et cela s'est reflété sur les résultats des élections locales. Ouais, avant, en 2014, 2013-2014, il y avait l'émergence de la société civile, des mouvements citoyens. Mais maintenant, vous voyez ici, c'est l'opposition qui est venue émerger dans la gestion des collectivités locales. Ça a été un signal très fort. Pour la première fois, l'opposition occupe de grands centres urbains. L'opposition arrive à s'implanter dans le maillage des collectivités territoriales. Cela montre quoi? Cela montre que la démocratie locale au Sénégal est en pleine expansion. Les élections ont montré évidemment que le pouvoir central est dans une phase, comment on dit encore, il est arrivé
à un essoufflement, comme en 93. En 93, on a eu l'essoufflement du pouvoir central, ce qui a conduit à l'échec des politiques d'ajustement structurel, hein, la dévaluation du franc CFA, il y a eu l'inflation, il y a eu beaucoup de les licenciements, départ volontaire, privatisation. Point que la solution, ce n'était rien d'autre que la décentralisation. Il fallait que l'État transfère. C'était obligatoire. Nous sommes arrivés maintenant à un moment où, actuellement, l'État est en train de s'essouffler. Et moi, cela ne me surprend pas. Avec le président Abdoulaye Wade, la décentralisation était vraiment dans une phase très dynamique. On avait respecté le principe la définition de la décentralisation qui dit que c'est un processus progressif et irréversible. Beaucoup me disent que je suis tombé sur le charme de 96, la régionalisation. Évidemment. Mais moi, je considère que 96 a été une année où le Sénégal a amorcé sa première phase de décentralisation. Je ne suis pas d'accord, et je le dis toujours dans mes enseignements, que je ne suis pas d'accord avec l'État, je ne suis pas d'accord avec les experts qui disent que la décentralisation a commencé en 1996. Si on s'en tient à la simple définition du vocable, qui stipule que la décentralisation est un processus de transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Alors, cela a commencé en quelle année? En 96. Mais en 72, il n'y a pas eu de transfert de compétences. 76, c'est vraiment l'année de réformes administratives et territoriales. Il fallait des réformes pour rompre avec la gestion coloniale. Parce qu'entre 1960 et 70, il n'y a pas eu de réforme, mis à part les réformes sur le foncier de 64 et les réformes de 1966 portant sur le code de l'administration communale. Il fallait vraiment créer des réformes administratives et territoriales qui réorganisent le territoire sénégalais. C'est pourquoi, quand j'entends les gens dire 72 communautés rurales, création de communautés rurales, mais c'est la troisième loi de 72. Mais avant, l'État a privilégié l'organisation territoriale, avec la création des cercles, etc. Et aussi, créer une rupture entre la nouvelle gestion et la gestion proposée par le colon, même dans le domaine de l'aménagement du territoire et autres. Créer une célérité dans le mode de gestion administrative, les rapports entre l'administration et les administrés. Mais en 96, vraiment pour la première fois, on nous oblige, moi je parle même d'un dictat, on nous a dicté, parce qu'on est sorti de troubles, et l'État devait obligatoirement partager. Le ton a été donné par Abdou Diouf, qui disait que, en 93, il disait moins d'État, mieux d'État. Il a presque paraphrasé ce que Mitterrand disait, il faut à la France un État fort pour se faire et des institutions fortes pour ne pas défaire. Donc, Abdou Diouf nous annonçait les couleurs en 93 pour dire que préparez-vous à la décentralisation. Parce que l'État va se désengager, c'est ce qu'on appelle le désengagement de l'État. C'est pourquoi l'État accepte de transférer. On est arrivé maintenant à la même situation en 2002, avec tout ce qui s'est passé. Donc, il fallait que la population montre à l'État, au pouvoir central, qu'il y a des choses à revoir. Tout n'est pas mal, mais il y a des choses à revoir. Le peuple s'est exprimé à travers les urnes. Mais quand je dis que cela ne me surprend pas, c'est parce que j'ai écrit, j'ai réécrit pour dire que le Sénégal va vers un recul de la décentralisation. Pourquoi je le disais à l'époque? C'est parce qu'on a plus l'État que les collectivités territoriales. Au moment où Wade quittait le pouvoir, mais en ce moment-là, mais tout était bien.
Mais l'acte 3 de la décentralisation est venu pour tout casser. C'est cet acte 3 qui aujourd'hui a porté préjudice à l'État. J'ai taquiné en disant que le ministre Omar Youm a porté un bébé qui porte des cornes. Donc, si je vous suis bien, donc l'acte 3 de la décentralisation du 28 décembre 2013 n'avait pas sa raison d'être. Non, du tout. Du tout. Il fallait tout simplement continuer. En 1996, on nous a proposé la région comme nouvelle ordre de collectivité territoriale, la ville, nouvelle ordre de collectivité territoriale, la commune d'arrondissement comme nouvelle ordre de collectivité territoriale. En plus maintenant des communes chefs-lieux de région. Maintenant, on avait 5 ordres de collectivité territoriale. Puisque c'est un processus progressif et irréversible, on pouvait tout simplement mettre le département. Oui, inclure le département. Inclure le département. Sans pour autant supprimer la région. Sans pour autant aller vers la communalisation intégrale qui n'a pas son sens. D'abord, dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'échelle d'intervention qui, à mon avis, est l'échelle idéale, c'est l'échelle régionale. Mais on ne peut pas réussir un bon projet d'aménagement quand on s'en tient à l'échelle départementale. C'est une sorte de sous-échelle par rapport à l'échelle régionale. Et les textes de 1986 ont été très clairs, notamment dans le domaine de la planification. C'est pourquoi le plan de la région, c'était le plan local de développement intégré. Tout devait être centralisé par la région. J'ai fait un article en disant que la région n'est pas un bien mal acquis. Parce qu'en ce moment, on traquait ce qui avait pris des biens mal acquis. Et j'ai dit, la région, il ne faut pas mélanger les choses parce que poursuivez les politiciens, mais laissez la région. C'était pour taquiner, quoi. Mais malheureusement, on a supprimé la région. L'autre fait, avec la communalisation intégrale, c'est vraiment une erreur extraordinaire. Pourquoi? Parce que les communautés rurales devaient être maintenues parce que ça a été une empreinte du président Senghor. Il en existe partout dans le monde. C'est que le Sénégal qui a eu à l'innover la communauté rurale en 1972. Et ça a été une idée de Mamadou Dia, que Senghor n'avait pas voulu révéler, mais on sait tout de même que les réformes de 1972 ont été inspirées par Mamadou Dia à l'époque. Alors, donc, la communauté rurale devait être maintenue. La région devait être maintenue. Maintenant, si une communauté rurale aspire à devenir une commune, alors elle peut devenir une commune rurale, ensuite devenir une commune urbaine. Et en quoi cela change quand on dit que telle commune, la commune de Bokijavé, par exemple, est devenue, la communauté rurale de Bokijavé est devenue une commune rurale, en sachant que cette commune va, dans les 10 prochaines années, devenir une commune urbaine, parce qu'il y a les expatriés qui investissent beaucoup dans cette commune-là. Mais vous prenez une commune comme Moulamp-Oussouy, une commune comme Djaoubé, mais ces communes-là, si vous en faites des communes de plein exercice, est-ce qu'elles peuvent avoir des fonctions d'une commune urbaine? Parce que là, on a dans le Code des collectivités territoriales, on n'a pas fait la part des choses. Mais s'il y avait une commune rurale, on a dit voici les dispositions d'une commune rurale. Mais si vous êtes dans une commune où la majorité de l'habitat est de type traditionnel, comment tu peux venir leur demander l'impôt sur le foncier bâti? C'est une aberration. Comment tu peux dire que je vais miser sur la publicité? Ça, c'est des erreurs. Parce que ces fonctions-là, on les trouve souvent en ville. C'est pourquoi je dis la communalisation intégrale a été vraiment une erreur. La suppression de la région a été une erreur. Et le fait d'avoir créé le département est aussi la grosse erreur. Pourquoi?
Parce qu'on a déshabillé Jean et on a habillé Paul. Paul. Les mêmes reproches qui ont été faits à la région, ce sont ces mêmes reproches-là qu'on retrouve aujourd'hui là, le département. Les gens ne connaissent pas les présidents du conseil départemental. Ils ne sont pas connus. Quelles sont les actions aujourd'hui qui sont faites par eux? Non, on n'en trouve pas. Et c'est ça qu'on reprochait, que c'est des gouffres financiers, etc. Mais on a les mêmes problèmes. L'autre aspect, je disais que le Sénégal est dans un recul de décentralisation. Pourquoi je le disais? C'est parce que c'est l'État aujourd'hui qui crée une zone d'ombre dans le rayonnement, par rapport au rayonnement des collectivités territoriales, surtout avec le PSE. Pour cela, je fais une déclaration très solennelle à l'endroit du président de la République, pour qu'il comprenne que avec le PSE, alors les collectivités locales sont devenues inactives. Et je voudrais qu'on fasse le bilan, la gestion des collectivités locales entre 2013 et 2022. Vous verrez qu'elles n'ont presque rien fait. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui est là. C'est l'État qui fait tout. Quand j'entends, je dis ce que je pense, des gens se mettre à insulter le président de la République, ce que je dénonce d'ailleurs. Une personne responsable doit respecter les institutions. Tout ce qui insulte les institutions, parce qu'insulter le président de la République, c'est insulter les institutions. Et ça, c'est pas normal. Alors, mais quand je vois les jeunes, la plupart c'est des jeunes, hein, pas des personnes responsables. Ceux qui insultent, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas des hauts cadres, ce ne sont pas des personnes âgées. La plupart c'est des jeunes. Des immatures. Donc. Et ils sont soit immatures ou bien ils n'ont pas connu un certain niveau intellectuel. Donc pour cela, on ne peut pas considérer cela comme étant vraiment des choses objectives. Mais qu'à cela ne tienne, on peut se poser la question, savoir pourquoi trop d'insultes à travers les réseaux sociaux et pourquoi aussi on voit l'émergence d'une opposition qui est là et qui attire les jeunes. C'est parce que on a l'État qui est partout. L'État est partout. C'est l'État qui est omniprésent. Si les collectivités locales, si l'État s'est déchargé aux collectivités territoriales, il y a beaucoup de problèmes auxquels l'État devait s'engager. Je vous donne un exemple. Je l'ai toujours dit, mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais c'est à travers ton émission, Kadiatou, je vais le dire. Allez-y alors. C'est la gestion de la pandémie Covid-19. Combien de milliards ont été dégagés? Moi, chez moi, oui, j'ai reçu un petit trousseau de pâte dentifrice, de macaroni, de savon, vraiment des choses que je ne peux pas apprécier parce que j'arrive à les acheter chaque jour. Mais imaginez, si on avait pris tous ces milliards et qu'on compte le nombre de collectivités locales et qu'on donne à chaque collectivité locale 1 milliard pour qu'ils donnent ça à ces populations. Mais on n'aurait pas à payer le transport. Le transport. Celui qui a gagné le transport de tous ceux qui. On l'a entendu donner des millions publiquement. Je ne vais pas citer de nom. Mais je dis, si on donne à la commune de Diaoubé 1 milliard, on donne ça au maire. Parce que le nombre de milliards qu'on avait dépassait le nombre de collectivités locales qui existaient. Donner à chaque collectivité locale 1 milliard. C'est toutes les collectivités locales qui sont au niveau des zones les plus reculées. Mais c'est une bonne. Là, vous tranchez, vous le donnez. Chacun maintenant prend. Et ça va permettre à ceux qui ont l'économie locale. Vous êtes à Diaoubé, le maire reçoit 1 milliard.
il demande aux commerçants de Diaobé de venir pour lui fournir du riz. Donc ça enrichit vraiment ceux qui sont les producteurs qui sont là-bas, ça enrichit ceux qui sont les commerçants qui sont là-bas. Et ça va directement vers les populations. Tu n'auras pas à payer le transport, tu n'auras pas à passer par des collectivités locales où, des fois, c'est que si 100 tonnes viennent, il n'y a que 80 qui vont arriver au qui, etc. Mais là, tu vas faire une gestion directe. Ça n'a pas été fait. L'autre aspect, par rapport au PSE, j'ai entendu le président lorsqu'il avait convoqué les maires à Diamniadio, mais il parlait du PSE local. Mais le PSE local ne signifie pas faire des projets dans une commune et demander au maire de venir. Non, il faut prendre l'argent, le projet et le remettre au maire. Comme par exemple, à propos des inondations, la construction des émissaires et autres devait être mis dans les budgets des collectivités territoriales. C'est ça qu'on appelle l'appui budgétaire direct. Que l'État mette l'argent à la disposition des collectivités. Et là, l'État allait se désengager. Qui va dire maintenant au président de la République que tel? Par exemple, à propos de la COVID, l'argent qu'on a distribué. Si le président dit que voilà, j'ai remis à chaque collectivité locale 1 milliard, mais c'est désengagé, les gens vont applaudir. Monsieur le président. Maintenant, s'il faut critiquer, s'il faut insulter, vous incitez vos maires. Si vous n'avez pas reçu. Mais c'est ça. Donc, l'État doit se mettre au-dessus et renforcer les collectivités territoriales. C'est ça qui nous manque au Sénégal. C'est pourquoi je parle de recul de la décentralisation. Donc, en ce qui concerne aussi les projets, vous devez réaliser des choses dans la commune de Wakhinane Nimzatt, mais prenez l'argent, vous remettez ça au maire, qui l'inscrit dans son budget. Et ça va permettre de renforcer leur capacité dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage communal, mode de passation des marchés, gestion de plusieurs milliards. Mais une commune qui n'a pas, vous prenez la commune de Kédougou, de Dandé, qui n'a même pas 200 millions de budget, mais si vous leur remettez 1 milliard, imaginez ce que cela va faire. Hein? Ils vont apprendre à gérer, ils vont renforcer leur capacité en finance locale, etc. Mais c'est ça qui nous manque. Donc, pour les élections, en résumé, on retient qu'il y a eu surtout l'échec de la politique locale du pouvoir central et l'émergence d'une opposition qui, aujourd'hui, se prépare pour les prochaines élections présidentielles. Et vous voyez, non seulement le signal a été donné lors des élections locales, mais ça s'est confirmé lors des élections législatives. Donc, pour ces élections locales, c'est un défi pour l'opposition. Ah, attention, l'opposition s'est battue et le peuple leur a déjà confié quelque chose, ce qu'ils sont en train de gérer. D'ici l'an 2024, si l'opposition ne répond pas aux besoins des populations, elle sera sanctionnée. Ça, c'est la leçon qu'il faut tirer. Donc, c'est un challenge pour l'opposition. Mais ça ne va pas être aussi une chose facile parce que l'État est là, pouvoir central. Les collectivités locales sont le démembrement de l'État. Donc, s'il n'y a pas une bonne synergie, je prends le cas de Barthélemy, que je salue au passage, Barthélemy Diaz. Alors, c'est bien, quand je le vois, quand je l'entends, faire la part des choses entre Barthélemy maire, Barthélemy député. Quand il s'agit d'attaquer l'État, oui, par rapport à un certain angle, il faut le faire. Quand il s'agit de collaborer avec l'État, il faut le faire. Parce qu'un maire ne peut pas aujourd'hui gérer sans le pouvoir central.